Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler de la nouvelle exposition Le temps de Giacometti 1946-1966, présentée à partir du 22 septembre aux abattoirs Musée Frac Occitanie Toulouse, qui sponsorise cet entretien. Cette exposition se tient jusqu'au 21 janvier 2024 et est co-organisée avec la Fondation Giacometti. Elle se concentre sur l'art, mais aussi sur la vie de l'artiste Alberto Giacometti dans le contexte de l'après-guerre jusqu'à son décès en 1966. Le parcours balaye un pan capital du chemin artistique et de l'histoire de l'artiste à travers plus de 80 œuvres, comme L'homme qui marche ou encore La femme au chariot, mais aussi des photos ou encore une partie plus contemporaine où Giacometti dialogue avec des artistes d'aujourd'hui. Entre une certaine idée de l'engagement, le surréalisme ou encore l'existentialisme, la vie artistique de Giacometti a été riche à plus d'un titre. Et tout ça est mis en valeur dans cette institution culturelle qu'est les abattoirs. Alors si cette exposition Le temps de Giacometti 1946-1966 vous intéresse, ou si vous passez en Occitanie, rendez-vous aux abattoirs à Toulouse. Et à présent, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Aujourd'hui, je reçois la chanteuse Clara Isé, qui, après un premier EP en 2019, arrive avec son premier album, Oceano Nox, dont la sortie est prévue le 15 septembre. Un premier album fabuleux, où il est question de force, de passion, de désir, de réparation, mais aussi et surtout de lumière. Le tout porté par la sublime voix de Clara Isé. Alors je précise qu'elle sera en concert au Café de la Danse à Paris, le 26 septembre, le 6 novembre, le 5 décembre, le 26 mars à la Cigale, toujours à Paris, et puis en tournée, un peu partout bien sûr. Et justement, avec Clara Isé, on a parlé de la pochette de cet album, symbolique à plus d'un titre, du pouvoir de l'imagination pour mieux appréhender la vie, ou encore de la manière dont certains moments de son parcours ont pu influencer sa musique. Bonne écoute. Bonjour Clara Isé. Bonjour. La première porte d'entrée d'un album, c'est souvent, son visuel. Pour ce premier album, Oceano Nox, t'apparais notamment avec un cheval, t'es à moitié de dos, tu regardes la caméra tout de même, et tu portes une espèce de grande cape, un peu, oui, comme une Amazone à cape, quoi. Et tout ça sur un fond, j'allais dire noir, mais sombre en tout cas. Qu'est-ce que tu as voulu nous dire, nous présenter avec cette pochette qui, mine de rien, je ne vais pas dire capitale, mais importante? Ouais, d'abord ça a été une photo qui a été prise par Olivier Metzger, qui est un photographe que j'adore, et en fait on s'était rencontrés il avait fait une photo un peu par hasard pour Télérama au moment de la sortie de mon roman, et en fait j'avais adoré le contact avec lui, on est restés assez amis, du coup c'est tout de suite à lui que j'ai proposé de faire la pochette. Et l'idée du cheval, c'était un truc que j'avais, tu sais, parfois moi ce que je trouve fort dans la création d'un album ou même d'un roman, mais c'est cette chose que parfois tu suis un fil rouge dont tu sais qu'il est essentiel, mais tu sais pas encore vraiment pourquoi. Et moi j'avais cette idée à la base, j'avais l'idée d'être couchée à l'intérieur des pattes d'un cheval. C'était ma première idée de base. Vous l'avez testé cette photo ou pas? Oui, mais impossible avec le cheval qui ne tenait pas en place à juste titre. Et non, et puis il y avait cette envie aussi de le faire dans la carrière de Saragan, qui est un endroit sublime où la photo a été prise. Ouais. Et où en fait moi quand j'étais petite, il y avait une photo chez moi, une petite miniature quoi, d'une photo dans les carrières de lumière dans le sud. Je crois que c'est une photo de Cartier-Bresson. Et j'ai toujours trouvé cet endroit complètement magique, parce que je trouve que c'est un endroit qui est atemporel, total, que tu sais pas du tout. Ça pourrait être n'importe quand dans le passé et n'importe quand dans le futur, je trouve. Et j'aimais bien que ce soit un espace comme ça, qu'on puisse pas localiser exactement. Et c'est un espace qui a quelque chose d'un peu sacré, mais dans le sens non religieux du terme, quoi. Mais et c'est vrai que le cheval, pour moi, c'est un symbole de passage. Je trouve que c'est à la fois, je trouve que c'est un animal qui est comme un ami, je trouve, pour l'homme. Qui soutient, qui est là et qui en même temps a une sauvagerie. Et ce que j'aimais dans cette photo, dans celle qu'on a gardée, c'est que j'ai l'impression que je suis prise sur le vif en train de parler au cheval. Et je trouve que comme mon album, il parle beaucoup des
de ce qui nous habite aussi, des espèces d'animaux intérieurs qui nous habitent et qui nous agissent. Je trouvais ça assez beau d'avoir une pochette comme ça qui est comme un espèce de dialogue avec l'animal. Alors le cheval plus l'espèce d'ambiance de Carrière, c'est deux motifs qu'on retrouve dans ton clip de Douce. Oui, absolument. Et justement, ce clip, tu l'as réalisé avec Lou de Pontavis. Oui, ma meilleure amie, Lou du Pontavis. Pontavis, oui. Absolument. Le clip de L'Étoile, tu l'as réalisé toute seule. Oui. C'est pas la première fois, je crois, tu avais aussi touché un peu... J'avais réalisé aussi le premier clip du Monde, c'est des doublés que j'avais fait avec 0 thune et tout, mais je l'avais réalisé. Ouais, de ton EP, du coup, en 2019. Oui, complètement. Qu'est-ce qui t'a mis sur ce chemin de l'image ? Est-ce que c'était une volonté alors je sais pas, de comprendre, de maîtriser toutes les étapes d'un album ? Parce que mine de rien, un album, c'est souvent maintenant des clips, des visuels, tout simplement. Plein de choses différentes. D'abord, je pense que aujourd'hui, il y a une telle importance du visuel que je trouve que quand tu travailles en l'occurrence, cet album, j'ai travaillé dessus pendant quasiment 5 ans. Ouais. Donc j'ai énormément travaillé sur cet album, à la fois en compo, en composant les titres, en les écrivant, les co-arrangeant, avec les musiciens, avec Ambroise, avec qui j'ai réalisé l'album, Sage Musique, que j'adore. Et du coup, pour moi, comme je trouve qu'aujourd'hui, les visuels, quand les gens découvrent une chanson par un visuel, ça imprègne énormément leur façon d'écouter la musique. Et où, du coup, pour moi, il y avait une façon c'était comme une façon de rester sincère vraiment jusqu'au bout, de garder ma ligne jusqu'au bout. Et du coup, de me dire que les fragilités qu'il y aurait liées à la réal, ce seraient les miennes. Mais du coup, quelque part, ce seraient les mêmes que celles de la musique. Et que du coup, il y aurait une ligne de sincérité dans cet album qui était quelque chose que... Ouais, à la fois ça, et aussi, pour un truc très simple qui est que je surkiffe réaliser. Enfin, je veux dire, il y a un énorme plaisir. C'est petit format, évidemment, mais sur le premier clip que j'ai réalisé sur Le Monde, c'est dédoublé. Je l'ai vraiment fait juste parce que j'avais pas les moyens de prendre quelqu'un pour le réaliser. Donc, du coup, je l'ai fait. Ce qui est une bonne raison. Ce qui est une bonne raison. Et comme j'ai complètement autoproduit l'EP, etc. Et du coup, c'est vrai que en fait, j'ai découvert que j'adorais ça, que je trouvais ça merveilleux. Génial. Et surtout, j'ai trouvé qu'en fait, il y avait une espèce de correspondance pour moi avec ce que j'aime dans la musique, qui est quand même de réunir, quoi. Et que de la même façon que dans un album ou quand tu composes une chanson, il y a cette idée que tu la composes, tu l'écris, mais après, tu réunis des gens que tu admires autour de toi pour l'amener encore plus loin. Et je trouve que dans le fait de réunir une équipe pour aller au bout d'un chemin d'image que tu as dans la tête, qui est un chemin de traduction poétique de la musique, c'est merveilleux, quoi, de réunir des gens et de se dire ok, on va aller au bout de quelque chose parce que juste on trouve ça beau et émouvant. Alors justement, tu l'as un petit peu dit, mais cet album a été écrit et composé par toi-même, co-réalisé avec le fameux Ambroise Villaume qu'on connaît donc sous le nom de Sage, mixé par Renaud Le Temps. Ouais. Et je crois qu'on est pas mal, tout ça pour nous dire qu'un album c'est un collectif, mine de Absolument. rien, pour la création, mais aussi en concert. Est-ce que tu penses tes chansons, cet album en particulier, pour la scène ? Alors, j'ai un rapport assez... Je pense que moi, la chose que je crois que je fais vraiment de la musique pour les concerts, pour la scène. Okay. J'adore ça. Et j'adore aussi la partie studio. Enfin, c'est deux choses très différentes, quoi. Mais par contre, du coup, j'aime... quand je suis en studio, j'envisage ça quand même très différemment que comme les arrangements sur scène. Et du coup, j'aime aller au bout du cheminement qui est celui du studio sans tellement penser à la scène. Et après, quand on arrive pour les concerts, ce que j'adore faire, c'est de vraiment tout réarranger pour la scène. Donc, c'est jamais arrangé de la même manière. Là, en l'occurrence, sur scène, je suis accompagnée par des musiciens que j'adore. Donc, il y a quelqu'un qui est Rémi, qui est au clavier et synthé. Il y a Ingrid qui a la guitare électrique avec des pédales. Il y a Peter qui est au sax et qui fait du coup qui a toute une technique de souffle continu, ce qu'on appelle, ce qui fait qu'en fait il peut c'est une technique où en fait il reprend sa respiration mais tout en jouant. Donc il y a une espèce de truc de trance qui est très beau, et c'est le sax dans ces cas-là est plus utilisé comme un matériau, comme une texture que comme un solo de sax un peu, voilà. Et il y a un batteur que j'adore aussi, Philippe. Donc du coup avec eux on a complètement repensé et réinventé, grâce à Jérémy d'ailleurs qui nous a aidé à repenser le live, mais ouais, j'aime bien retraduire, parce que de toute façon ce qui est fait en studio, c'est impossible de le redonner tel quel en live, et qu'en plus je trouve que c'est intéressant quand on aime des chansons en studio. Je trouve que c'est beau quand le live
il propose autre chose en fait. C'est vrai. Alors avant la sortie officielle de l'album qui sortira le 15, il y a des chansons qui ont été dévoilées. Il y a eu Douce, il y a eu Magicienne. Comment est-ce qu'on choisit un single ? Est-ce que par exemple ce sont tes chansons préférées ou est-ce que... En l'occurrence, je sais pas comment ça se fait dans les autres labels. Moi, c'est mon premier album, mais tôt ou tard, ils m'ont laissé hallucinamment libre sur Génial. tout. Donc, On adore tôt ou tard. c'est vrai, franchement, ils ont vrai. été incroyables là-dessus. Et sur tout l'accompagnement de l'album, mais c'est vrai qu'ils m'ont laissé très libre. Et donc, pour le choix des chansons, c'était mon choix. Si j'ai choisi Douce en premier, c'est d'abord parce que c'est un de mes titres adorés, ça c'est sûr. Et c'est aussi parce que je trouvais que c'était un titre qui, comme il y a des titres dans l'album, ça va à la fois de titres qui sont des pianos-voix très, très doux, et ça va jusqu'à des morceaux qui sont hyper orchestrés, avec des mélanges entre cuivre, chœur, cordes, aussi, etc. Et des choses plus électroniques, des synthés, des rythmiques électro, etc. Et du coup, je trouvais que Douce, c'est une des chansons pour moi qui fait le pont entre l'EP et l'album. Et donc, du coup, c'était pour ça que j'avais envie de la mettre en première. D'abord parce que c'est une chanson qui pour moi est très forte dans cet album, mais qui en plus parce que pour moi, ça fait le lien entre l'EP et l'album. Voilà, ensuite, il y a eu L'Étoile. L'Étoile, quelque part, c'était un peu la chanson la plus... entre guillemets, entre 1000 guillemets, la plus pop de l'album, je dirais. Et où du coup, celle qui sortait après, c'était Magicienne, qui était un peu l'inverse. Et celle qui ressortira après, c'est Pyromane, qui est une de mes chansons adorées de l'album et qui est, en termes d'arrangement, qui est plus, je dirais, du côté de L'Étoile, mais... Enfin, je sais pas. Pour moi, en tout cas, la façon dont elles sont sorties, c'était plus un espèce de cheminement pour comprendre au fur et à mesure les textures de l'album. Et Pyromane, d'ailleurs, dont le clip sort le 15. Oui. Précisons-le. Tu risques d'en parler assez souvent, j'imagine, mais nous ne sommes qu'au début de la promo. Donc je me permets encore cette question dont la réponse n'est pas sans importance, quoi qu'il en soit. Oceanonox, c'est le titre de l'album. D'où vient ce nom ? Oceanonox, à la base, ça vient d'un texte de Virgile qui s'appelle l'Énéide. Et c'est un extrait de ce texte que je trouve sublime. La traduction en français, ça veut dire « Et la nuit s'élance de l'océan ». Et c'est vrai que, en fait, en l'occurrence, Virgile, il parle de la guerre de Troie et il parle des bateaux, en fait, qui attendent dans la nuit cachée avant de prendre Troie. Et donc, je trouve que c'est une image qui est hyper puissante. Et en fait, c'est drôle parce que quand je suis tombée sur Oceanonox, donc qui est les mots latins à la fin de la phrase de Virgile, j'ai trouvé ça très beau parce que je trouvais que là où ça racontait pour moi mon album, c'était à la fois dans cette espèce de recherche de qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est brisé, donc qu'est-ce qu'on fait avec l'océan nuit qui nous habite tous, quoi. Et à la fois, pour moi, c'était un mot latin, donc qui vient il y a très très longtemps. Et à la fois, je trouve que quand on l'écoute, ce mot, on n'entend pas du latin. Je trouve, enfin, c'est ma sensation à moi, mais que ça fait un peu mot futuriste, Oceanonox. Et que du coup, pour moi, ça ressemblait à ce que je voulais raconter dans cet album, c'est-à-dire que en fait, en tout cas, ma trajectoire qui est à la fois d'utiliser des outils anciens et des outils modernes pour essayer de trouver mon son, qui est un son contemporain. Ouais, c'était une bonne vitrine de l'album. Moi, je suis d'accord maintenant que tu dis ça aussi. Est-ce que tu peux nous parler de la langue du monde ? Ah, la langue du monde, ça fait partie de mon roman. C'est une langue qu'utilisent Nine et Gaspard, qui sont les deux personnages principaux de mon roman, qui sont des enfants. Et en fait, ils inventent une langue que eux seuls peuvent comprendre. Et donc, ils appellent la langue du monde. Et c'est la langue avec laquelle ils parlent aussi avec leurs oiseaux. Et moi, c'est un truc que je faisais quand j'étais petite avec mon frère, où on avait évidemment... Enfin, ça vient pas de nulle part. On avait inventé une langue qu'on appelait la langue du monde. Et non, ça m'émeut que tu dises ça, parce que je pense que dans la musique, je cherche un peu ça. Est-ce que c'est comme ça que peut-être tu as théorisé quelque chose du côté de la langue au départ, du travail de la langue ? Peut-être, enfin je pense que c'était une manière, je crois, de ramener la langue du côté de la musique. C'est-à-dire que je pense que moi j'ai commencé par... mon rapport à l'écriture, c'est un rapport qui est d'abord passé par la poésie. Et pour moi, la poésie, elle était du côté de la musique. Elle n'était pas du côté de l'écriture. C'était mes pensées d'enfant, quoi. Mais elle était du côté de la musique. Et je pense que les gens qui font... Je crois que les gens qui font de la musique ou qui adorent la musique, souvent, c'est des gens qui ont été un peu déçus par
par la langue quotidienne ou qui ont été peut-être blessés par les mensonges possibles de la langue quotidienne. Et j'ai l'impression que dans la musique comme dans la poésie, c'est une langue qui est très puissante parce qu'on échappe aux mensonges. C'est ça, par exemple, dans ce premier roman, donc Mise à feu, j'ai même pas dit le titre, qui est paru chez Grasset en 2021, les deux enfants, donc Nine et Gaspard, se sauvent un peu par une espèce d'imagination. Dans quelle mesure, selon toi, l'imagination a un pouvoir qu'on sous-estime parfois ? Je pense qu'elle a un pouvoir énorme, d'être d'ailleurs très concret. Je pense qu'il n'y a rien qui se passe sans qu'on l'imagine avant. Enfin, il y a peu de choses qui se passent sans qu'on les imagine avant. Et en l'occurrence, Gaspard et Nine, dans le roman, ils sont plongés un peu du jour au lendemain dans un univers qui est très violent. Et leur seule façon de résister à la violence de ce monde-là, c'est par leur imaginaire. Et moi, je pense que quelque chose qui m'a beaucoup frappée, c'est aussi la lecture des textes du réalisme magique de Gabriel García Márquez, de tous les auteurs sud-américains, où ils ont un rapport très fort à la magie et à l'imaginaire, mais pas du tout comme un truc ésotérique ou sorti du monde, ou pas comme quelque chose qui te permet une fuite du réel, mais au contraire, en fait, eux, ils disent, à force d'imaginer quelque chose, à force d'appeler quelque chose, cette chose-là finit par se réaliser. Et donc, du coup, c'est un rapport à ce qu'on appelle la magie, mais qui, pour eux, est une magie très, très tangible, quoi, très, très concrète, qui agit. Qui n'a jamais été aussi réelle, quoi. Exactement. Qui fait partie du monde et qui fait partie de la réalité de manière très concrète. Pour revenir un peu à la musique, est-ce que tu aimes l'idée que des personnes trouvent un sens autre que ce pourquoi tu as écrit une chanson ? C'est peut-être d'ailleurs le plus beau dans l'écriture d'une musique. Mais... Ah ouais, j'adore. Pour moi, je considère vraiment que quand on va au bout d'un geste, quand on écrit ou quand on fait une chanson, mais je pense que si on l'a fait, c'est qu'on la comprend pas. Et je pense qu'on ne comprend jamais totalement ce qu'on fait, sinon on le ferait pas. Et je pense qu'une chanson, à partir du moment où elle sort, le sens de cette chanson appartient presque encore plus aux gens qui l'écoutent que à la personne qui l'a composée ou écrite. Et que du coup, parfois, c'est hyper émouvant de recevoir les retours des gens parce qu'on découvre en fait des facettes ou des aspects de la chanson qu'on n'avait pas imaginé en fait, qui nous avaient échappé. T'as pas eu encore de retour puisque précisément à l'heure où on enregistre cet entretien, l'album n'est pas sorti, mais tu as déjà eu des retours sur ne serait ton roman, sur ton EP, etc. Sur le Comment tu gères toi les retours ? Est-ce que dès lors qu'un EP sort, tu te désolidarises de lui ou au contraire tu es très demandeuse, tu es très investie dans ce qu'on peut en penser ? C'est un mix des deux. Si je suis complètement honnête, je rêverais de pouvoir dire que je suis complètement détachée de la réception. J'en rêverais. C'est pas vrai. Ouais. Mais par contre, j'aspire à ça dans le sens où je pense que idéalement le rapport que moi j'aimerais avoir à terme avec un album ou avec un roman quand il est sorti, c'est d'avoir une gratitude et un amour et une tendresse infinie pour le trajet qu'a permis cet album, et puis après de le laisser partir, quoi, de le laisser vivre, parce que finalement après il appartient à d'autres et c'est ça qui est magnifique, quoi. Ouais, et c'est surtout comme ça, puisque de toute évidence on pourra pas le refaire. Non. À part une chanson que tu as réarrangée, refaite en gros, qui s'appelle Le Monde s'est dédoublé dans l'album, je le précise. D'ailleurs, en parlant de l'album, j'ai remarqué quelque chose en écoutant, en lisant les paroles des titres de cet album, sur 11 chansons. Tu t'adresses à quelqu'un 11 fois, que tu dises, alors j'ai pris 3-4 phrases, « Toi qui crois que je suis douce, vous êtes souveraine », avec toi j'aperçois le soleil à minuit, sens-tu venir la folie ?» Bref, il est toujours question d'un interlocuteur, comme si... je sais pas, comme si la musique était un dialogue permanent avec une espèce de présence. Est-ce que tu as théorisé ça ou est-ce que... C'est trop drôle parce que figure-toi que je m'en suis pas du tout rendu. Enfin, c'est la première fois que je m'en rends compte. Mais par contre, je pense que... Tu dis bien sûr, tu dis je et compagnie, mais il y a toujours un tu ou un vous dans les paroles. Non, mais c'est vrai, complètement. Et je pense que par contre, il y a un tu, mais il y a beaucoup un vous aussi. Oui, bien sûr. Et que je pense que moi, un des trucs qui m'émeut le plus dans la musique et qui est peut-être une des raisons un peu fondamentales pour laquelle je fais de la musique, c'est que la musique réunit comme peu de choses font dans la vie. Et que du coup, souvent, il y a une adresse au vous qui est une manière aussi de rendre grâce un peu au fait que la musique, elle
elle crée des alliances en fait. Et oui, je pense qu'aussi cet album, comme il part de choses qui sont à chaque fois très intimes, et que peut-être que sur les prochains albums ce sera différent, mais pour le moment c'est vrai que quand j'écris, je pars de choses assez de mon expérience intime, souvent que j'essaye, en tout cas j'essaye de plonger un peu profondément dans cette expérience intime, et du coup c'est vrai que l'adresse elle est assez évidente, quoi. Je crois que c'est aussi une manière pour moi de poser des questions et de pas énoncer des choses. Je sais pas si tu vois la différence. Si, ouais. Mais c'est en revanche pas une manière de te dédouaner, par exemple. Non, pas du tout, au contraire. C'est une manière, je dirais justement, c'est une manière d'éviter de faire de mes questionnements des vérités générales, mais plutôt de continuer à travers la musique à poser des questions qui peut-être, j'espère, ouvrent un peu des fenêtres et des portes. Le dossier de presse, parlons des coulisses. Le dossier de presse te qualifie d'obsessionnel de la réparation. Est-ce que la musique, peut-être l'art en général, est une bonne arme pour réparer, pour se réparer? C'est une très 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 bonne arme. Après, je pense que la musique, elle n'a pas comme fin en soi de réparer, mais je pense que le fait est que sa présence au monde répare de manière très très forte. Et notamment, je pense que c'est ce que je disais peut-être tout à l'heure, mais je pense que dans la musique, il y a un endroit qui est très puissant, c'est un peu là où je relierais la musique à l'enfance, peut-être, c'est que c'est une langue sans mensonge. Et je pense que dans la société dans laquelle on est, d'avoir un espace sans mensonge et d'avoir un espace qui nous lie à un amour qui est très 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 puissant, et qui, je pense, est lié à l'amour et à la joie d'être au monde, quoi, à plusieurs sur cette planète. Je pense que c'est précieux, et que cet espace-là nous soigne de fait. Cette absence de mensonge, c'est ce qui reste le plus de l'enfant que t'étais dans ta musique? Dans ma musique, je sais pas, je dirais dans la musique, c'est ce qui m'émeut en règle générale. Enfin, c'est pas que ce qui m'émeut, mais c'est une des choses qui m'émeut. C'est que la musique, c'est pas un langage qui divise, quoi. C'est un langage qui réunit et qui nous connecte à un amour immense, et que je pense que c'est rare d'avoir cet espace-là. Parlons d'écriture. Est-ce que tu fais partie des gens dont on peut dire qu'ils écrivent tout le temps, ou que des phrases peuvent venir, je sais pas, dans le métro, etc. Ou est-ce que tu as besoin d'un temps dédié au travail, où tu te conditionnes pour écrire? Ça dépend, mais globalement, c'est très... c'est très bordélique, ma façon de composer, d'écrire. Ouais, ça me vient dans le métro, ça me vient dans le... J'ai dois avoir 4000 notes vocales sur mon instrument. Tu fais des notes vocales, Je fais des notes vocales. Pas de carnet, pas de... Si, bien sûr, j'ai des carnets aussi. Mais pour la musique, c'est des notes vocales. Ouais. Et après, je dis ça, donc et je pense que j'ai besoin par exemple, j'ai jamais réussi à m'asseoir à un bureau et à travailler à un bureau. C'est pour moi, et j'admire tellement les personnes qui arrivent à faire ça. Ma meilleure amie Lou, avec qui j'ai co-réalisé Douce, c'est quelqu'un qui a besoin comme ça de ritualiser son espace de travail, et j'admire ça de manière... Enfin, je veux dire, je rêverais d'arriver à être comme ça, mais pour moi, en tout cas pour le moment, j'arrive à travailler que dans un espèce de semi-chaos quand même. Ouais. Et après, par contre, il y a quand même... je dis ça, mais dans l'écriture du roman, par exemple, c'est même dans l'album, en fait, c'est juste que les premiers jets, souvent, ils viennent comme ça. Et après, quand je retravaille énormément. Et du coup, très souvent, il y a quand même des moments où je suis en studio pendant très longtemps, de telle heure à telle heure. L'écriture, je vais aller dans une maison, puis j'écris toute la journée pendant un mois. Donc non, il y a quand même des moments où je balise les choses, mais je me démerde tout le temps pour pas être assise à un bureau, par contre. Okay. Alors, tu as un père qui est peintre. Alors, j'imagine que tu l'as déjà vu travailler dans ta vie, que tu as en tout cas baigné dans une approche de l'art peut-être plus avertie que certaines personnes, que moi en tout cas, par exemple. Est-ce que le rapport à la création de ton père a pu influencer le tien? Ouais, énormément.
Mon père énormément. Mais en fait, c'est fou parce que je pense que je l'ai réalisé très tard. Je l'ai réalisé il y a 1 ou 2 ans, quoi, de à quel point ça m'avait marqué. Et en fait, moi, petite, les souvenirs que j'ai avec mon père vraiment forts, c'est que j'entrais dans son atelier, je m'allongeais sur le canapé et je le regardais peindre, quoi. Et ça durait des heures, où on était en silence, où on chantait parfois ensemble, et je le regardais. Et en fait, mon père, il travaillait toujours en c'était des grandes peintures à l'huile, et il partait de fonds très obscurs, et il faisait venir la lumière depuis les fonds obscurs. Et en fait, je me suis rendu compte, il y a très peu de temps, de à quel point ça m'avait marqué, quoi, à quel point cette espèce de travail sur la densité de la lumière et sur le fait que quand on tire la lumière depuis l'obscurité, elle a une densité qui est particulière. Ouais. C'est un truc qui m'est resté. Et en fait, je pense qu'aussi, il y a... Comment dire, c'est difficile pour moi de le mettre en mots exactement, mais je dirais que de le voir, parce que mon père, il n'avait pas de reconnaissance comme... je dirais, il a vécu de sa peinture, etc., ce qui est extraordinaire, mais il n'a jamais eu une reconnaissance particulière pour son travail. Ouais. Et il travaille 10 heures par jour, tous les jours, dans son atelier, de manière complètement obsessionnelle, quoi. Et c'est ce qui le fait vivre, et c'est ce qui le rend heureux, et il lâche jamais sur un tableau. Il peut passer des mois et des mois, il s'arrache les cheveux, il a l'impression qu'il n'y arrivait pas. Et puis en fait, il y arrive. Et en fait, ce que je trouve beau là-dedans, c'est l'acharnement et le rapport de responsabilité vis-à-vis de quelque chose qui nous dépasse. Et en l'occurrence, lui, c'était un rapport mais viscéral, quoi. Je pense qu'il ne le mettrait jamais en mots comme ça, mais c'est un espèce de responsabilité qu'il avait vis-à-vis de la lumière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il travaillait sur un tableau et qu'il faisait venir la lumière, s'il n'arrivait pas à sortir le tableau, il avait l'impression que la lumière s'éteignait et que c'était lui qui l'avait fait s'éteindre et que juste ça, c'était pas possible. Je pense qu'il ne l'aurait jamais mis en mots comme ça, mais moi, je pense qu'enfant, j'ai ressenti ce truc de responsabilité et du coup d'aller au bout d'un geste parce que c'est la seule façon d'être responsable vis-à-vis et d'être... reconnaissant par rapport à la peinture, au bonheur que la peinture est dans sa vie. Alors dans ta vie, le voyage semble compter pas mal, et j'ai découvert que tu as été à moitié élevée par une femme colombienne, je crois. Ouais. Ce qui a impliqué que vous parliez espagnol, de toute évidence. Ouais. Quel rapport tu entretiens avec les langues étrangères et peut-être plus globalement avec l'ailleurs? Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose à en dire chez toi. Dans ton travail, en tout cas, pas chez toi, on ne se connaît pas. Donc, Ouais, c'est vrai. Je pense que... moi, j'ai une formation qui était une formation de musique classique à la base. Ouais. Et en fait, très, très jeune, c'est vrai que je me suis barrée en Colombie, au Mexique, pour voyager. Et que je pense que j'ai été touchée très fort par notamment la musique traditionnelle mexicaine. Okay. Et après, en voyageant, par la musique traditionnelle grecque, par le rebetiko. Et je pense que ce qui m'a particulièrement émue et touchée dans ces musiques-là, c'est que c'est des musiques qui sont très anciennes, qui sont de tradition orale, et où c'est aussi des cultures où il y a un rapport qui est très quotidien à la musique, quoi, où en fait les gens ils se mettent à chanter et puis les autres rappliquent et tout le monde se met à chanter ensemble, et c'est des vieilles chansons et un répertoire commun. Et je crois que c'est un truc qui m'a vachement émue. C'est assez beau, ouais. Et que ce soit dans le rebetiko ou dans la musique trad mexicaine, qui pourtant n'ont rien à voir, mais il y a cette chose-là aussi où, comme c'est des chansons qui ont traversé les siècles, en fait, c'est aussi des chansons qui sont très très fortes, qui souvent parlent de sujets super violents, et qu'en fait qu'ils le font avec tellement de tendresse, d'amour, de panache, que en fait ces situations-là deviennent vivables, en fait, et que ça m'a vachement émue. Et je pense que c'est une des raisons qui a fait que à partir de mes 18 ans j'ai commencé à organiser ce que j'appelais des soirées musique chez moi. Tout à fait. Et voilà, et en fait il y a plein d'amis qui se sont au fur et à mesure... J'invitais des amis musiciens, ils restaient toute la nuit, et c'est un truc que j'ai continué à faire.
et jusqu'à aujourd'hui. Et ça a brassé plein de musiciens différents, et notamment des musiciens de Rebetiko, des musiciens... Sari, qui a été le violoncelliste qui m'a accompagné pendant longtemps, qui lui vient d'une famille de musiciens libanais, et qui du coup a toute cette tradition avec lui à la fois de musique classique et à la fois de musique traditionnelle libanaise. Et c'est vrai que j'ai toujours été particulièrement, je pense, touchée par en fait les musiciens qui fusionnent des univers qui à la base semblent distincts. Je trouve ça intéressant. Avec en plus une espèce d'appétence pour l'improvisation, je suppose, dans ces soirées. Ouais, complètement. Qui font, j'imagine, la beauté du truc. Oui. Je voulais parler de ta voix. Je la trouve très élancée. Elle est vraiment très belle, ça, d'accord, mais bon, très élancée. Je sais pas, j'ai vu que plein de gens te comparaient à Barbara, ce que pas totalement faux, mais ils l'ont déjà fait. À quel moment t'as pensé que tu pouvais en faire quelque chose du côté du chant, de cette voix ? C'est marrant, je pense que moi, je sais pas d'où ça me vient. Mais depuis que je sais parler, quand on me demandait ce que je voulais faire dans la vie, c'était chanter, quoi. Ok. C'est pas parce qu'on a exactement le même âge, c'est pas genre la Starac et tout ça. Ça a pas compté, ça ? Je pense pas, c'était vraiment enfant, quoi. Après, je pense que tout a compté dans le... Oui, bien sûr. Sûrement la Starac, sûrement Laurie, sûrement des trucs que t'écoutes gamin, mais mélangés à... moi, quand j'étais petite, comme beaucoup d'enfants qui ont des parents qui écoutent de la musique, mais je piquais les disques. Et donc, il y avait un espèce de melting pot entre mes disques de gamine et les disques de mes parents. Et en fait, je passais ma vie à chanter, quoi. C'était vraiment... c'est venu sans... C'est vraiment venu très très tôt et sans que je puisse trop l'expliquer. Ok, c'est une bonne réponse. Ton actu, c'est... Alors, le 15, l'album sort, avec le clip de Pyromane. Le 26 septembre, 6 novembre, 5 décembre, Café de la Danse. Café de la Danse. Autre chose ? Il y a toute la tournée jusqu'en fin décembre. Mais là, j'ai pas toutes les dates sous les yeux. Mais il y a une tournée en tout cas, jusqu'à plus de fin décembre. Mais en tout cas, toutes les dates sont annoncées jusqu'à fin décembre. Ok. Et voilà. C'est déjà pas mal, tu vas me dire. Et je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que tu aurais plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? J'en ai plein. Mais génial. Je dirais... Il y a un projet sublime qui s'appelle Le Cri du Caire, qui a été nominé qui a reçu les victoires du jazz là, cette année, qui est incroyable. C'est un poète à la base, Abdullah Minyawi, qui est un poète égyptien, et donc du coup il chante, il slame, il est entouré de musiciens extraordinaires, de Peter au sax, d'un violoncelliste incroyable, de plein de musiciens incroyables. Okay. Le projet est dingue. Il y a une musicienne elle a sorti que quelques titres, mais que j'adore, qui s'appelle Baby Volcano. Ok. Ça me parle. C'est normal que ça me... Ouais, c'est possible. Elle est peut-être hallucinante sur scène. Si jamais vous la voyez passer, il faut aller la voir sur scène. Elle est démente sur scène. En fait, elle était danseuse, je crois, à la base. Du coup, elle a un rapport... elle a une force dingue sur scène. Et sinon, j'ai réalisé le dernier clip, là, le Pyromane. Je l'ai réalisé avec Verena Paravel. Et en fait, c'est Verena et Lucien Castin-Taylor qui ont fait, pour moi, un des plus beaux films du monde. Mais il est sorti déjà il y a une dizaine d'années. Mais si jamais vous ne l'avez pas vu, il s'appelle Léviathan. Et c'est un rapport avec Paul Auster ou Non, c'est vraiment un film, c'est un documentaire qui a été créé par eux sur un bateau de pêche, un gigantesque bateau de pêche. Et en fait, ils ont tout filmé en GoPro. Et c'est hallucinant comme film. Okay. C'est sublimissime sur la mer et sur un espèce de la monstruosité du rapport à la mer et du bateau. Mais c'est dingue. C'est vraiment trop beau. Léviathan, Océanonox, tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Claraïse. Merci à vous. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine. Mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.